Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on fait le débrief du Grand Prix de demain. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas fait le débrief hier soir? Comment vous dire que pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité, pour nos amis belges peut-être, et ceux qui n'ont pas suivi l'actualité hier, c'est-à-dire que pendant le Grand Prix de Denain, vous avez peut-être vu des manifestants, même sur le bord de la route, il y a eu, comment dire, un grand moment à l'Assemblée nationale avec le 49.3. Étant également passionné d'actualité, j'ai donc décidé de regarder ça, de regarder un petit peu ce qui se passait sur BFM, LCP ou LCI, voir un petit peu ce qui se passait au niveau des images. Donc après le Grand Prix de Denain, voilà, j'ai pas fait le débrief, je me suis dit je ferai le débrief demain matin avec la présentation de Milan-San Remo, parce que je pense que voilà, il y a des grandes journées où il y a des grandes journées d'actualité parfois dans l'année, et que là hier c'était une grande journée d'actualité avec le 49.3, avec c'était un petit peu le bordel partout en France pour ceux qui n'ont pas suivi en Belgique, et donc voilà, j'ai suivi l'actualité et j'ai décidé de faire le débrief aujourd'hui. Donc voilà, c'était un peu pour vous préciser en début de vidéo pourquoi j'ai pas fait le débrief hier. J'aurais pu faire le débrief hier, mais encore une fois, l'actualité m'a rattrapé presque. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu aujourd'hui dans cette course du Grand Prix de Denain, si vous avez été déçu par certaines choses. Si vous considérez que certains passages étaient un petit peu trop difficiles, n'hésitez pas également à me le dire dans les commentaires. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, notamment également des vidéos Formule 1, enfin voilà, il y a tout plein de vidéos en ce moment sur la chaîne. Vous pouvez rajouter également toutes les notifications, la petite cloche, ça je l'ai déjà dit, EPS 2.0 sur Spotify, TikTok également, pour avoir du contenu. J'aurais pu faire un TikTok, c'est vrai, hier, je n'ai pas fait de TikTok, j'aurais pu faire un TikTok au moins pour faire un petit peu d'activité sur la chaîne sur TikTok après le Grand Prix de Denain. On commence tout de suite. Très grande édition du Grand Prix de Denain, alors qu'elle était difficile à suivre parce que sur Eurosport 2, moi j'ai regardé sur Eurosport 2, j'aurais peut-être dû regarder sur France 3 Nord, mais sur Eurosport 2 c'était le bordel, il y avait des gros problèmes de son, ce qui fait que c'était Guillaume Di Grazia tout seul. C'est pas facile, vraiment, de commenter du sport tout seul. Ça, je trouve, c'est le pire. Moi, c'est un truc que j'affectionne pas des masses. Quand il y a un seul journaliste qui commente, moi, j'aime bien quand il y a il y a un jeu de ping-pong entre le journaliste et le consultant. C'est très compliqué dans ce genre de situation. Surtout que c'était pas prévu. Il devait le faire avec Steve Chenel. Et puis, bon, il y a eu des problèmes, beaucoup de problèmes de son, beaucoup de problèmes techniques du côté d'Eurosport. C'était un petit peu le bordel. Moi, j'ai pas pu voir les 5 derniers kilomètres. Parce qu'en plus, ma connexion Internet était... Hier était un petit peu en PLS à certains moments, donc c'était un petit peu difficile pour regarder. Enfin, sur Eurosport 2, oui, sur GCN, hein, je dis Eurosport 2, parce que je crois que c'était sur Eurosport 2. Mais ma connexion Internet était un petit peu en PLS, donc c'était un petit peu compliqué pour suivre cette course. Très grande édition, pourquoi? Parce que c'est une épreuve qui a su se réinventer. Le Grand Prix de Denain, moi j'ai connu le Grand Prix de Denain où c'était un sprint, où c'était la bagarre entre les meilleurs sprinteurs français. C'était au mois d'août, c'était un moment de l'année où il n'y avait pas grand monde, il faut le dire. Et c'était un peu une manche de Coupe de France en plein milieu de l'été. Ça permettait aux sprinteurs de reprendre avant des gros objectifs de fin de saison ou avant d'aller sur la Vuelta, mais c'était pas forcément une grande course très suivie, le Grand Prix de Denain, et puis c'était un sprint, c'était une course en circuit. Et puis en 2018, ils se sont dit tiens, si on mettait des pavés, puis ils ont rajouté des secteurs pavés au fur et à mesure. Mais jusqu'à maintenant, c'était 3-4 secteurs pavés qu'on faisait à 2 reprises. L'année dernière, c'était le cas, c'était un circuit. C'est un circuit qu'on prenait à 2 reprises autour de Denain. Et puis cette année, ils se sont dit non, on va faire une course en ligne. On va faire un mini Paris-Roubaix dans le Valenciennois. Ce qui fait qu'on avait 8 secteurs pavés différents, pas forcément des faciles. Alors, ça a provoqué des soucis, notamment le dernier secteur pavé qui était pas vraiment praticable sur toute une portion. On a eu des secteurs aussi qui n'étaient pas... Enfin, tous les secteurs n'étaient pas nettoyés. Hein. Ils sont nettoyés pour Paris-Roubaix, mais Paris-Roubaix, c'est encore dans un mois. Donc on a vu des secteurs notamment avec de l'herbe au milieu, c'est des choses qu'on ne reverra pas sur Paris-Roubaix, donc avec le haut du pavé qui n'était pas toujours praticable, et pas mal de boue sur le bord de la route, ce qui des fois n'arrive pas sur Paris-Roubaix en avril. C'est dommage la boue dans le dernier secteur.
C'est à la limite du praticable. Je pense que ça aurait mérité peut-être que des signaleurs, voilà, avec des drapeaux, indiquent la zone où ça glissait, parce que beaucoup de coureurs ont été surpris, ils sont tombés à ce moment-là. Je pense parce qu'ils s'attendaient pas à retrouver de la boue. Il y avait vraiment une zone avec énormément de boue. Parce qu'il faut savoir qu'également, ce sont des chemins qui sont empruntés par les tracteurs. Donc un tracteur, je peux vous dire que ça a l'avantage d'avoir des roues avec des petits crans. Et puis la boue, ça se met bien dans les crans. Pour ceux qui habitent à la campagne comme moi, ils le savent, parce que vous avez souvent des tracteurs qui se décrottent sur la route. Et après, vous vous retrouvez avec des mottes de terre comme ça sur la route. C'est fort agréable. Et ça salit pas du tout les voitures. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Voilà, je pense que dans le champ, voilà, il y avait des tracteurs qui étaient passés peut-être quelques minutes avant. Voilà, c'était très glissant. Je pense qu'il aurait fallu que l'organisation s'adapte et mette des signaleurs, voilà, avec des drapeaux vraiment signalés que c'était une zone dangereuse, peut-être également en radio-course. Et j'ai l'impression que tout le monde a été surpris à ce moment-là de la course. Mais ça reste une très bonne idée, je trouve, de faire un parcours en ligne. Et ça va peut-être attirer les bons coureurs, parce que c'est vrai que pour préparer Paris-Roubaix, bah, il n'y a pas 150 épreuves, hein, et je trouve que le Grand Prix de Nain permet de bien se préparer pour Paris-Roubaix, et puis peut-être que ça va attirer les très bons coureurs français également, parce que vous avez toujours le classement de la Coupe de France, et c'est quand même une bagarre pour les équipes, ce classement de la Coupe de France. Donc on a eu une course de mouvement, avec la victoire d'une échappée qui a su être intelligente. Bah oui, parce qu'avec une course de mouvement, on a eu une très belle attaque de Boisson-Hagen. C'est même dommage qu'il n'ait pas gagné, mais ça montre qu'il aime les pavés de Roubaix. Et puis derrière, bah, ça a suivi. Et puis comme il y avait deux UAE, vous aviez un Jumbo, vous aviez également un coureur d'Alpecin de Koenig. Bah derrière, il n'y avait plus grand monde pour rouler, et ce qui fait que c'est en fait Groupama qui s'est fait un petit peu avoir. Dommage pour eux, parce que Watson semblait très fort aujourd'hui, sur cette course-là, mais c'était un petit peu compliqué pour s'en sortir. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, le vainqueur du jour, Juan Sebastian Molano. Il pourra dire merci déjà à Michael Berg. Je trouve que Michael Berg, il a fait déjà un très grand Paris-Nice, parce que c'est le dernier à être tracté par Pogačar lors du contre-la-montre par équipe, où il fait quand même des beaux relais. Il a fait un bon travail pendant toute la semaine dans les étapes un petit peu difficiles pour Tadej Pogačar. Je trouve que c'est dans les coureurs UAE où j'avais trouvé que l'équipe n'avait pas été fantastique, sauf le dernier jour. Michael Berg est un petit peu l'exception d'un coureur qui a fait vraiment du très très bon travail pendant toute cette semaine. Il a fait encore du très très bon travail dans cette échappée, parce que si le peloton ne revient pas, si Watson ne revient pas, si Milan Menton remporte pas peut-être cette course, c'est aussi parce que Michael Berg a évité que ça rentre. Du côté de Molano, il confirme que déjà au sprint, c'est pas un mauvais coureur, ça on le savait, mais que c'est pas seulement un sprinter. Je le dis depuis très longtemps. Vous savez que Molano, ça fait partie des coureurs que j'aime parler. C'est pas forcément que j'aime l'être humain, hein, vous savez, j'aime pas du tout l'humain. Bon, ce profil-là de coureur, j'apprécie plus. C'est un peu le profil des coureurs qui ont une bonne pointe de vitesse et qui passent bien les bosses. Donc forcément, au bout d'un moment, je parle de Molano, même si c'est quelqu'un qui a l'air d'être pas très très bien fini dans sa tête. Mais du côté de Juan Sebastian Molano, aujourd'hui, il a été bon, il a réussi à se cacher, il a profité du fait d'être en surnombre. Ça, c'était vraiment une force. Et puis après, il savait qu'il était plus fort que ses adversaires, mais parfois dans ce genre de cas, quand c'est presque servi sur un plateau, une victoire d'étape, et parfois on se trouve, parce qu'on se met trop la pression, parce qu'on veut trop bien faire. Et il s'est pas trouvé. Pourtant, je me suis dit, quand il lance ce sprint, c'est quand j'ai revu les images, parce que ça, j'ai revu les images, encore une fois, les 3-4 derniers kilomètres, j'ai pas pu les voir en direct. Donc j'ai revu les images en replay, et là je me dis, il lance un peu trop tôt quand même, Coco. Il lance tôt, Molano, et je me suis dit, est-ce qu'il va arriver jusqu'au bout? Et puis oui, parce que derrière, c'est Molano, et qu'il est puissant, et qu'il est performant. Molano, c'est un coureur, je trouve qu'on sous-estime chez UAE, mais je le mettrais plus sur un grand tour qu'Ackermann aujourd'hui. Alors Ackermann, quand il est en forme, oui, il est fort, mais sauf qu'il est en forme pas très souvent dans l'année, Ackermann. Et je trouve que Molano, plus performant toute la saison. Alors après, il faut quand même lui mettre un train, Molano. Mais c'est quand même un coureur qui passe les bosses aussi, vraiment bien. Donc, moi, si je devais choisir entre les deux pour le mettre sur un grand tour, je choisirais plutôt Molano que Ackermann aujourd'hui.
Mais je trouve que voilà, c'est un coureur qui a beaucoup progressé sur les 2-3 dernières années. Il a vraiment pris de la caisse. Alors il est encore trop foufou pour moi dans les sprints et il fait partie des mecs un peu inconscients. Encore une fois, quand je dis que le cerveau est peut-être pas entièrement fini, c'est que voilà, c'est quand même un coureur qui est pas forcément le meilleur en termes de réflexion, mais du côté de Molano, c'est quand même un bon coureur qui a des belles qualités. Par contre, il faut savoir se servir de ses qualités. Je continue avec Boisson-Hagen. Alors, Boisson-Hagen, il confirme que déjà, au niveau du sprint, bon, il a plus la giclette de ses 25 ans. Hein. Quand il lance... voilà, j'ai regardé son sprint un petit peu, Boisson-Hagen. Bon, tu sens que voilà, c'est plus un sprinter. C'est même dommage qu'il ait pas retenté le coup du kilomètre. Comme il avait fait l'année dernière sur le Tour de France, sur l'étape des pavés, où il avait tenté le coup du kilomètre. Ça confirme que Boisson-Hagen, il adore les pavés, mais surtout les pavés français. C'est là où il est le plus performant, c'est sur les pavés français. Et aujourd'hui, c'est quand même un coureur qui se place quand même parmi les outsiders, pour moi, sur le prochain Paris-Roubaix. Parce que ça fait 2 courses pavées roubaisiennes d'affilée où il est performant. Alors certes, il faudra qu'il s'isole ou qu'il sorte un petit peu peut-être de loin, qu'il anticipe. Mais sur Paris-Roubaix, si vous anticipez que derrière les leaders se trouvent, ça peut le faire. Et puis ça confirme que c'est quand même un coureur qui est performant sur ce type de course. Ça confirme aussi que chez le Total Energy, on a quand même des bons vélos. Et il a eu le sens tactique de tenter l'attaque à, 26-27 km de l'arrivée. Boisson-Hagen, et c'était vraiment intelligent de sa part. De tenter le coup à ce moment-là, et ça a été vraiment une belle performance. Dommage qu'il finit 4e, parce que oui, au sprint maintenant aujourd'hui, Boisson-Hagen, c'est plus ça. Je me pose encore la question, enfin, c'est surtout que c'est plus ça quand il est peut-être pas encore à 100% de ses capacités, parce qu'on se souvient que sur le Dauphiné, il avait fait 3e ou 4e, il avait fait quelques places d'honneur sur le Dauphiné, mais il était vraiment au top de sa forme. Là, je pense qu'il est peut-être pas encore au top de sa forme. Ça veut dire que s'il se prépare bien pour Roubaix, il peut peut-être être encore plus fort. Et là, ça deviendra un coureur sur lequel il faudra compter. Mais un Boisson-Hagen qui fera un top 10 sur le prochain Paris-Roubaix, je pense que c'est pas un truc déconnant. Voilà, en termes de pronostic. On poursuit avec le coureur de Saint-Michel, Mavic Aubert 93, Thomas Gachignard. Et pour une première sur les pavés, c'est plutôt très bien avec une 9e place de Thomas Gachignard. Saint-Michel, Mavic Aubert 93, qui a été très en vue, je disais, parce que également dans l'échappée. Avec un coureur qui était dans l'échappée. On a tenté de sauver la course pour Rudy Barbier, mais c'était un peu trop dur aujourd'hui pour Rudy Barbier. Et surtout, ça fait 2 très bons résultats pour lui. 9e du Grand Prix de demain, 12e du Grand Prix de la ville de Lidier, souvenir de Bruno Comini. Puis je rappelle qu'il avait fait 20e également du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, notamment en prenant la 11e place à Antibes. Ça montre que lui aussi, il s'est passé les bosses. Et puis, réussir à faire cette performance-là à 22 ans, pour sa première année complète chez les professionnels, puisque l'année dernière il n'avait fait qu'une demi-saison, c'est plutôt très bien, mais ça reste un coureur très performant. 6e du chrono des nations, c'était en 2021, 11e donc d'une étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, ça c'était cette année, 16e du Tour de la Mirabelle, d'une étape du Tour de la Mirabelle, 17e du championnat de France, moins de 23 ans du contre-la-montre, 7e du Tour de la Mirabelle au général en 2022, 8e du Tour de Bretagne cycliste en 2022 également. C'est un coureur qui est très intéressant. Là, il fait une belle place d'honneur. Pour une équipe en plus, je pense que Saint-Michel, Mavic, Aubert 93, qui ne fait pas d'autres courses sur les pavés. Eux, ils ont cette épreuve-là dans la saison, et puis ils vont avoir plus tard les Ribines aussi, où on va avoir les mêmes vélos, mais c'est pas forcément une course qu'ils préparent plus que ça. Le Grand Prix de Denain, ils n'ont pas les moyens de faire autant de tests
que peuvent faire d'autres équipes où on peut tester la pression des pneus et plein de choses différentes. Donc c'est plutôt une belle performance pour le coureur français et c'est une belle promesse d'avenir à 22 ans. Et ça montre que Saint-Michel, ces derniers temps, Mavic Aubert 93, c'est quand même une équipe qui sait trouver des jeunes coureurs. Jason Tesson, c'est eux qui le trouvent, ils savent repérer. C'était un peu ce qu'on pouvait leur reprocher à une époque où ils avaient du mal à trouver des jeunes talents performants. Mais là, je trouve que ça fait depuis quelques temps qu'ils trouvent vraiment des talents intéressants et qu'ils arrivent à emmener à un très bon niveau. En plus, et c'est vraiment un bon travail que fait cette équipe française. Je trouve que c'est vraiment une équipe qui bosse bien. Et encore plus chez les filles, parce que chez les filles, depuis le début de saison, elles ont des très bons résultats. Notamment avec Simone Boilard, mais pas que, où chez les filles, ça marche vraiment très, 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 très fort. Vraiment, c'est une équipe féminine qui est très performante en deuxième division du côté des filles. On poursuit avec un dernier top, c'est Paul Lapera. Ça fait du bien de pouvoir voir Paul Lapera à l'avant. Il prend l'échappée, il finit 10e à 17 secondes. Belle journée, premier coureur à G2R. Ça fait du bien parce que c'est vrai que Paul Lapera, l'année dernière, c'était sa première saison complète chez les professionnels. Et il n'y a pas eu forcément de très grands résultats à part une 4e place sur la classique Loire-Atlantique. Mais c'est un coureur, et une 2e place sur l'UAE Tour sur l'étape numéro 6, mais qui était l'étape où l'échappée était allée au bout. Mais c'est vrai que sinon il n'y avait pas eu forcément de grands résultats. Je vois 56e des boucles de la Mayenne, 30e des 4 jours de Dunkerque, 48e de la Copa Bernecchi, donc ça n'avait pas été une grande saison. Pour un coureur qui a quand même remporté le petit Tour de Lombardie, c'était en 2021, donc ce qui est quand même un très bon résultat. Donc voilà, c'est un coureur qui sait performer sur des belles courses et sur des courses surtout de 200 bornes, des trucs comme ça. Bon, Pico, le Tour de Lombardie, c'est 170, mais c'est quand même une course très dure. Qui avait fini également 4e du prologue de la course de la paix, 6e des championnats de France U23, 8e du contre-la-montre du Tour de l'Avenir. Donc là, il y avait eu quand même quelques résultats sur sa saison. C'est vrai que en 2022, ça avait été un petit peu plus compliqué pour sa première année chez les professionnels. Encore une fois, comme je dis, il y a certains coureurs qui ont besoin un petit peu de temps, un petit peu besoin de maturité. Peut-être qu'on l'avait mis également sur des courses un peu trop importantes dès sa première saison. Moi, je préfère que les coureurs, sur leur première année, ils aillent plutôt faire des courses de Coupe de France, de Coupe de Belgique, comme ce qu'a fait Lotto avec Arnaud Delis, et qu'on aille step by step. Voilà, qu'on aille ensuite sur des un peu plus grosses courses. Voilà, qu'on ne fasse pas que des grosses courses dès le départ. Mais je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Là, Paul Lapera, au niveau de son programme, il y aura l'enchaînement classique Loire-Atlantique, Cholet, Pays de la Loire ce week-end. La route Tour-Angèle la semaine prochaine. C'est plutôt intéressant pour un coureur comme ça, voilà, de ne pas miser tout sur une seule course, sur une seule saison. Et puis c'est une dernière année de contrat, donc c'est vrai que c'est bien qu'il se montre, Paul Lapera, en tant qu'équipier également. C'est vrai que j'avais trouvé sa première saison un petit peu timide. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Hugo Hofstetter. Alors, je parle pas du coureur, il a abandonné, bon, mais je parle plutôt je le mets en flop parce que ça me permet, voilà, ce qu'il faut essayer de comprendre parfois, c'est que parfois je mets un coureur en flop, mais c'est pour parler d'un thème. Par exemple, quand je mets Van Aert en flop, c'est pour parler d'un thème qui est, je trouve que quand on arrête trop tard sa saison de cyclocross, on a souvent du mal à repartir sur la route. Là, c'est pour me parler d'un thème. C'est pour parler quand même de la fragilité de son cintre. 2 fois, il pète le cintre. Alors, soit il a vraiment pas eu de cul et qu'il est tombé 2 fois sur une pièce qui était défectueuse et c'est juste une erreur de la chaîne d'assemblage, ce qui peut arriver, parce que c'est le seul, j'ai l'impression, chez Arkea qui a eu ce problème-là. Pour le moment, de ce que j'ai entendu, d'autres coureurs. Louis Barret a eu un problème, mais je crois que c'était une crevaison où il avait déraillé, je ne sais plus, mais c'était pas un problème comme ça de casse de cintre. C'est surtout que le cintre qui casse net, ça nous rappelle Van Der Poel l'année dernière sur le Samin. C'est toujours très inquiétant pour le constructeur de vélo. On se souvient que l'équipe Alpecin, je ne sais plus qui fait les vélos du côté d'Alpecin, mais ils avaient décidé de retirer les vélos du marché pendant un certain temps.
l'équipe cycliste avait plus le droit d'utiliser ce modèle-là de vélo qui est un modèle un peu prototype pour Van Der Poel parce que voilà, ils avaient des doutes sur la solidité. Alors lui, c'était la potence carrément qui avait cédé, mais le cintre, c'est quand même pas top et ça peut être très dangereux de casser le cintre parce que c'est un point d'appui sur le vélo. Sur le vélo, vous avez plusieurs points d'appui. Vous avez les mains avec le guidon, vous avez les pieds avec les pédales, les fesses avec la selle. Si vous perdez un de ces points d'appui de manière brutale, vous êtes déséquilibré. Qui dit déséquilibré sur un vélo dit chute. Moi, pour tout vous dire, petite anecdote de vie, une fois je faisais du VTT. Donc avec un vélo de VTT classique acheté à 100 balles, 150 euros, vous voyez, vélo de VTT pas fou, c'était les pédales d'origine. Donc je fais du vélo, voilà, pendant 25 bornes, un truc comme ça, 20-25 km avec mon VTT, un peu de route, voilà, je faisais des petites montées, un truc comme ça sur la route à côté de chez moi. Et en rentrant, vraiment à 40 mètres de chez moi, vraiment sur la route qui monte vraiment devant le hameau, là, dans le hameau, eh bien, j'ai ma pédale qui a lâché. Et pas de peau, c'est que chez moi, il y a une montée. Donc, bien entendu, je m'étais mis en danseuse. Voilà. Et je me suis pété la gueule vraiment violemment parce qu'en fait, donc j'ai perdu ma pédale. Donc, bien entendu, j'étais en danseuse. Bam, ça m'a rassis sur le cadre et je me suis pété la gueule comme une merde parce que je suis pas cycliste professionnel. Donc, je peux vous dire que c'est vraiment un truc qui peut être très dangereux. Donc, j'espère que Bianchi va vérifier quand même le vélo et que c'est pas un problème technique. Vraiment, que c'est dû peut-être à une erreur sur la chaîne de montage ou un truc comme ça et que ça concerne genre deux guidons, 3 guidons et pas de peau, c'est tombé sur Hofstetter. Après, ça peut peut-être être dû également à des réglages sur le vélo de Hofstetter qui provoquent peut-être trop de vibrations, peut-être qu'il gonfle plus les pneus que ses camarades. Peut-être qu'il tient son guidon de manière différente, puisque lui, il porte pas de gants, donc peut-être qu'il est un peu plus crispé sur son guidon, ce qui provoque peut-être des fragilités au bout d'un certain temps, parce que c'est quand même surprenant de casser 2 fois le cintre. Mais bon, c'est pas de peau, c'est quand même inquiétant, et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Je mets pas Hofstetter en flop, parce que voilà, il a abandonné, mais bon, vous comprenez un petit peu l'idée, j'espère, derrière ça. C'est parler de ce thème. Et c'est là où on voit aussi que moi, je suis pour qu'on conserve la règle des 6,8 kg. C'est vrai que certaines personnes disaient 6,8 kg, maintenant on est capable de faire des vélos à 6 kg, à 5,5 kg. Alors déjà, je trouve que ça permet d'avoir une certaine égalité entre les marques de vélos, c'est-à-dire que on sait très bien que toutes les marques ne sont pas capables de faire. Alors déjà, il y a quelques marques qui ont du mal à faire 6,8 kg, mais il y a quelques marques qui n'arrivent pas à faire moins de 6 kg aujourd'hui. Donc ça créerait des écarts entre les constructeurs de vélos. On a déjà des écarts sur les constructeurs de vélos, notamment sur le contre-la-montre, notamment aussi entre certaines marques de vélos. On sait qu'il y a des vélos qui marchent moins bien que d'autres. Donc ça serait déjà un problème, je trouve. Ça créerait des inégalités et peut-être qu'on perdrait des constructeurs de vélos qui ne voudraient plus se lancer dans le cyclisme professionnel parce qu'ils considéreraient qu'ils n'auraient aucune chance d'être visibles car ils ne seraient pas performants. Mais surtout, je pense qu'on prendrait des risques parfois au niveau du carbone, peut-être, voilà, on prendrait des risques au niveau de la construction du vélo, ce qui pourrait être très dangereux. Donc moi, je suis plutôt un partisan de la règle des 6,8 kg. Je trouve que c'est une bonne règle et ça permet d'avoir un nivellement, on va dire, entre les vélos et surtout d'éviter que les constructeurs prennent de risques. Et puis ça permet d'avoir parfois des vélos un peu plus confortables, parfois des vélos peut-être un peu plus rigides, un peu mieux, de prendre des roues un peu plus aéro, voilà, ce genre de choses qu'on ne pourrait pas faire si on était à 6 kg. Donc forcément, il faut aussi le prendre en compte, je trouve. On poursuit avec Van Dijk. Tim Van Dijk, alors certes, il finit 2e de l'épreuve. Certains diraient que c'est une belle performance, surtout que les Van Dijk, ces derniers temps, on ne peut pas dire qu'ils aient eu des grands résultats. C'est autant, moi, il m'avait impressionné en 2021 sur le Tour de Croatie, les deux. Autant après, les Van Dijk, l'année dernière, on ne les a pas énormément vus, que ce soit Mick, mais encore plus Tim. Moi, je n'ai pas compris sa manière de courir. Alors, je ne sais pas si ça a été dicté par le directeur sportif. Ils sont dans un groupe donc avec Berg, Boasson-Hagen, Kellich, Van Dijk, Monado. Les 5 là sont partis, je crois que c'est à 25, 26 km. Je sais plus à combien de kilomètres de l'arrivée ils sont partis. C'est sous l'impulsion de Boasson-Hagen que le groupe se forme.
À ce moment-là, Coy est encore bien placé dans le peloton. C'est vrai que tu peux te dire, pour Van Dijk, il roule pas parce que pour lui, c'est win-win. C'est-à-dire soit Olaf Koy revient sur lui et comme ça, il pourra faire le job pour Olaf Koy, notamment peut-être le job de poisson pilote. Mais en plus, s'il joue la gagne, voilà, il peut gagner le sprint peut-être face à Molano, donc c'est plutôt win-win. Sauf qu'on s'aperçoit assez vite quand même que Olaf Koy, alors déjà qu'il était en difficulté pendant une grande partie de la journée, Olaf Koy, mais surtout qu'Olaf Koy, bah, il va quand même avoir du mal à tenir le rythme. Et qu'il a du mal à rester dans les roues dans tous les secteurs pavés. Il était souvent dans les dernières positions, notamment avec Walscheid. Ils étaient souvent ensemble avec Walscheid. À ce moment-là, tu peux plus dire, mon leader il est derrière, il peut gagner la course, j'arrête de rouler. Non, il y a un moment, tu es obligé de rouler dans l'échappée. Et je comprends pas pourquoi il n'a pas roulé. Alors, est-ce que c'était parce qu'il disait de toute manière face à Molano, j'ai aucune chance? Oui, mais une deuxième place, c'est quand même pas mal pour un Van Dijk. On peut pas dire qu'il y a eu des grands résultats pour le moment. Est-ce que c'est le directeur sportif qui lui a pas donné les informations comme quoi Olaf Koy était en difficulté et qu'il a continué de pas rouler? Est-ce qu'on lui a dit de ne pas rouler? Je sais pas, mais je trouve cette stratégie bizarre. Et puis bon, au final, bah, il a pas battu Molano et c'est un petit peu le retour de bâton derrière. Parce que je suis pas sûr que dans l'échappée, il y avait beaucoup de gens qui a apprécié son attitude dans cette échappée. Je trouve ça dommageable pour Van Dijk de ne pas avoir roulé. Alors qu'on sait très bien que dans les 10 derniers kilomètres, Koy il pouvait plus gagner la course, donc c'était fini. Peut-être qu'on n'a pas été assez réactif du côté de la Jumbo. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommageable également qu'on n'ait pas emmené Christophe Laporte. Alors on va me dire, oui, il y a 1500 MO, c'est une prise de risque. Ouais, mais bon, dans ce cas-là, tu fais plus de course le mois avant le Tour de France. Bon, je sais que Jumbo est un peu fait parfois ça, mais je me dis quand même que là, ils auraient pu emmener Laporte. C'est un coureur français sur une course française. On sait que c'est un coureur qui aurait pu gagner aujourd'hui. Ça aurait pu leur donner également un vrai leader parce que Koy, on savait pas ce que ça donnait sur les pavés et que les autres, c'était quand même pas la meilleure équipe Jumbo qu'on ait vue dans l'histoire. Bon, après, c'est un autre choix qui a été fait du côté de la Jumbo, mais vraiment, j'ai pas compris la stratégie de Team Van Dijk sur cette course. Et puis je termine avec Walscheid. 40e seulement Max Walscheid cette année, vainqueur l'année dernière. Il finit dans un groupe à 51 secondes, dans un deuxième peloton, on pourrait dire, du côté de Walscheid. En difficulté dans les 60-50 derniers, surtout dans les 50 derniers kilomètres, plutôt dans tous les secteurs pavés, il était en grande difficulté, Walscheid, et on sent que les jambes sont quand même moins bonnes que l'année dernière. L'année dernière, je rappelle, il avait enchaîné 3e place sur Nocquereux et victoire sur le Grand Prix de Denain avant d'être renversé par une voiture. J'ai l'impression qu'il est quand même moins performant en ce moment, en ce mois de mars. Le mois de mars de Walscheid n'est pas fantastique. C'est vrai qu'en février, ça avait été pas mal. Il avait eu des résultats en début de saison vraiment bons. Là, en ce mois de mars, c'est un petit peu plus compliqué. La reprise est un petit peu plus difficile. C'est vrai que parfois, vous avez des coureurs, quand ils font des grosses périodes de pause, tu vois, par exemple, en février, ils font un gros début de saison, ils font une pause en février. Parfois, la remise en route est compliquée parce que vous avez des coureurs qui, eux, ne se sont pas arrêtés, donc ils sont déjà pas loin d'être au top de leur forme. Et c'est vrai que vous, vous avez perdu un petit peu de conditions physiques, forcément, à l'entraînement. Surtout que parfois, c'est compliqué de s'entraîner en février. Ou vous êtes fatigué parce que vous avez fait un stage en altitude, ce qui arrive souvent également en février. Donc, c'est pas forcément facile. Et c'est vrai que Walscheid, j'ai l'impression que pour le moment, c'est un petit peu compliqué en ce mois de mars. Alors peut-être que les jambes reviendront un peu plus tard en avril. Peut-être qu'on a décalé les pics de forme encore une fois parce qu'on sait que la saison est longue et qu'on sait qu'on aura besoin de Walscheid. Mais je trouve que ça va être un petit peu compliqué pour le coureur allemand. Vous inquiétez pas, c'était pas un appel hyper important avec le téléphone qui vient de sonner. Bon, on se retrouve pour de nouvelles aventures du côté de la Coupe de France, mais avant tout, on regarde le classement de cette Coupe de France. Et oui, parce qu'on a fait maintenant 2 épreuves, alors ce qui fait que Molano et Nelson Poles sont à égalité, Van Dijk et Valentin Ferron également. Il n'y a pas de coureur dans le top 10 qui ait marqué des points sur 2 épreuves d'affilée pour le moment dans cette Coupe de France. Du côté du classement des jeunes, c'est Van Dijk qui est à égalité de points avec Ferron. 3e, Timo Kelic devant Vren Van Boer et Yeno Bekmoes.
pour le moment dans ce classement. Là encore, hein, vous n'avez pas de coureurs qui ont marqué des points sur 2 épreuves. Et puis du côté du classement général par équipe, eh bien pour le moment, c'est la Groupama FDJ qui est en tête, devant CIC-U Nantes Atlantique. Là, c'est quand même une belle surprise pour l'équipe française. Troisième, Go Sport ou Belle Île Métropole. Là aussi, une belle surprise et ça va donner un petit peu du baume au cœur à cette équipe qui est quand même dans une situation financière. Je me pose même la question, est-ce que on ne pourrait pas seulement dire Roubaix-Lignes Métropole, parce que vu qu'on sait que le sponsor principal n'a pas donné d'argent, n'a pas financé l'équipe, on l'appelle toujours avec le nom du sponsor principal, alors pour moi on devrait plutôt l'appeler Roubaix-Lignes Métropole. Quatrième, Team Arquet à Samsic, cinquième Saint-Michel, AG2R est sixième, seulement Cofidis 7, Total Energy 8 et Nice Métropole Côte d'Azur 9e. Je sais même pas s'ils n'étaient pas au départ de cette épreuve Nice Métropole Côte d'Azur. Parce que sinon, j'aurais vu quand même quelques maillots dans l'échappée. Oui, non, ils n'étaient pas au départ. Ça a l'air d'être compliqué en ce moment, Nice Métropole Côte d'Azur. Ah oui, mais en même temps, c'est une impro. Je rappelle qu'ils n'ont pas payé pour les impros. Oui, c'est leur fameux problème qu'ils n'ont pas payé pour les... Non, en temps et en heure pour les impros. Donc oui, ça leur coûte encore sur ce Grand Prix de Denain. Et forcément pour le classement général par équipe pour cette formation. Mais ça a l'air d'être la situation n'a pas l'air d'être net avec Nice Métropole Côte d'Azur en ce moment. Voilà, c'est quand même un petit peu inquiétant que les mecs ils aient payé avec un énorme temps de retard. Bon, je suis pas très rassuré avec cette formation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.